Bonjour Jackie, Bonjour Pierre. je suis ravi, enfin on est ravi de te recevoir dans Cockpit Studio, donc le média qu'on a créé avec Apolline. Est-ce que tu pourrais te présenter, parce que ce format est disponible aussi en version audio, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te voient pas? Mon nom est JACKY ICKX. J'ai sévi dans le sport automobile pendant 32 saisons et je dois reconnaître que j'ai été un homme gâté dans ce domaine. Et justement, c'était quoi la vie de Jackie X avant que les sports automobiles rentrent dans sa vie? Eh bien, avec le recul, quand on analyse tout ça, il faut reconnaître que j'ai eu un parcours scolaire compliqué. Clairement, ça ne m'a pas passionné. Clairement aussi, j'ai vécu des moments difficiles à la présentation de mes bulletins et de mes examens. Mes parents se sont certainement posé la question de savoir ce que j'allais devenir dans le futur. Pourtant, j'étais gentil, j'étais au fond de la classe, j'étais près du radiateur, je regardais les oiseaux voler, je ne dérangeais personne. Mais clairement, mes parents se sont posé la question de mon devenir, et ce qui est la question légitime de tous les parents dans le monde, c'est de savoir ce que vont faire leurs enfants demain et comment ils vont atteindre l'autonomie. Plus j'étais mauvais, plus mes parents, pour m'encourager, m'ont offert des cadeaux très inattendus. En fait, j'étais récompensé de ne pas travailler bien à l'école. Et dans ce parcours-là, un jour, on m'a offert une moto, et une moto de trial en particulier. Et j'ai quitté l'école et j'ai commencé à faire des courses de moto, comme hobby. Ça a été, oui, au début c'était comme hobby, mais est-ce que ça a été un déclic de se dire ah c'est pas mal, je commence à performer là-dedans? Ouais, c'est là que réside la vraie question. C'est qu'habitué à se trouver en fond de grille à l'école, tout à coup, avec cette moto, j'ai commencé à être au milieu du peloton. Et le vrai moteur, c'est le déclenchement d'avoir envie d'être le meilleur. La particularité, c'est que tout ça n'était pas prévu. Très sincèrement, je me serais volontiers vu, et je le répète volontiers, j'aurais été garde-chasse ou jardinier, tout ça m'aurait plu énormément. J'aimais beaucoup la nature, j'aimais le silence, c'est-à-dire être loin du bruit. C'est un paradoxe parce que j'ai été servi dans ce domaine. Mais oui, et l'autre facette, c'est que la réussite sportive qui est montée en puissance progressivement a fait le bonheur d'un côté de mes parents, mais aussi a été, je ne vais pas dire un clou de leur cercueil, Non, mais ils ont vécu toute leur vie des moments d'angoisse. Très, 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 très profondes. Mon père, ma mère ont énormément souffert de la course d'une époque qui était potentiellement risquée, mais qu'on ne voit absolument pas quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on a la chance de vivre pour l'éternité. Bien sûr. C'est un aspect des choses qu'on ne mesure pas. Et avec le recul, ce n'est pas de la bravoure, c'est l'acceptation de faire quelque chose qu'on aime et d'un risque librement consenti. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce qu'on dit « vous êtes courageux d'avoir fait tout ça ». C'est pas vrai, c'est pas ça du tout. On est libre, on est jeune et le monde appartient à la jeunesse. Je reviens sur vos parents, notamment votre père qui était un célèbre journaliste en Belgique, qui lui aussi était rallyman, votre frère qui commençait sa carrière de pilote de course. Avant, il était dans l'aviation, c'est devenu, je crois, le plus jeune à 13 ans à piloter un avion. Exact. Mais vous n'aimez pas du tout la course quand vous étiez jeune. Je dois reconnaître que je n'ai jamais rêvé de course automobile et je dois aussi reconnaître que
l'écolage via le karting. Le karting, à l'époque, représentait une distraction, mais pas du tout une étape à franchir, comme c'est le cas aujourd'hui pour quelqu'un qui veut devenir un jour pilote automobile. Je devrais ajouter aussi que la plus grande difficulté pour faire du sport, que ce soit de la navigation, gravir des montagnes, du sport automobile, c'est d'avoir l'accord de ses parents. La première est à franchir, la plus difficile, parce que la réponse est toujours commence par faire tes études, Ouais. on verra après. Ça, c'est le premier vrai obstacle. C'est ça. Mais justement, vos parents ont été assez libres, enfin, pas libres, mais Ils n'avaient pas le choix. Mes parents n'avaient pas le choix parce qu'il fallait bien me trouver une solution. Et la vérité aussi, c'est que je pense nous avons tous un talent fait pour quelque chose. La chance, c'est de trouver ce pourquoi vous êtes fait. Tout le monde a un potentiel pour une destination précise. Le timing joue un rôle important là-dedans, c'est que, oui, il faut une forme de liberté intellectuelle des éducateurs et de vos parents en particulier, bien sûr. mais aussi il faut un timing favorable, de choses très inattendues qui arrivent dans votre vie et qui n'est pas prévisible. Oui, je m'en suis bien sorti sous cet aspect-là, parce que vraiment, mon adolescence, elle était dans la nature, c'était clairement une paix absolue, peut-être même un peu solitaire. Arrivé à l'automobile, c'était quelque chose de très inattendu. Ce qui me fait dire que vous tracez votre route, c'est vous qui tracez un chemin. Chaque pas dans lequel vous allez, c'est votre vie, c'est l'avancement. Mais sur ce tracé invisible, il y a des gens qui changent votre vie en vous donnant l'occasion d'avoir des options où vous choisissez gauche-droite, une trace un chemin futur dans une direction, l'autre comme ça. Voilà. C'est-à-dire que, franchement, j'ai le sentiment que nous n'avons pas vraiment une maîtrise sur nos existences. Et ceci est valable absolument dans tous les domaines d'une vie. Tout le monde a des histoires différentes et tout le monde a sur son chemin ou un professeur ou une personne ou un ami ou des parents qui vous donnent des orientations. Qui vous guide. Et qui changent votre vie. Oui, bien sûr. Et ça, si on a cette considération-là, évidemment, je pense que on franchit d'autres étapes de manière différente. Mais je ne peux pas dire à aucun moment que j'ai rêvé d'être pilote automobile. C'est vraiment un accident, entre guillemets. Et justement, quand est-ce que vous vous rendez compte que ça y est, c'est potentiellement... Ça m'amuse beaucoup parce que tu as dit on va se tutoyer tout à coup. Je sais pas, j'ai commencé par tutoyer. Je me rends compte qu'on a un gouffre d'âge entre oui, peut-être. Les deux. Je me dis que les 45 ou 50 ans de différence que nous avons, tout à coup tu prends une considération comme si je sortais du musée un petit peu. Tu vois, le respect qu'on prête aux antiquités. C'est une marque de respect. Mais donc, je continue. Ça ne te gêne pas que je te tutoie et que toi tu me vouvoutes? Bon, non, je pense qu'on va continuer comme ça. Allez. Mais si je te tutoie, bon, tu me pardonneras. Mais quand est-ce que tu te rends compte, t'as vu, je tutoie. Quand est-ce que tu te rends compte que tu vas pouvoir faire une carrière là-dedans, dans le sport automobile? Le vrai moteur, il est assez basique. Que ce soit automobile ou moto, parce que la moto, j'ai fait du trial, j'ai fait de la vitesse pure, j'aurais pu devenir pilote d'usine pour Suzuki dans ce qu'on appelle les tasses à café en 50 cc. Par exemple,
en 1962 peut-être, je vais à Zandvoort faire des essais pour Suzuki avec un 50 qui tourne à 18 000 tours minute, 9 vitesses et ainsi de suite. Sérieusement, je vais sur la moto dont je pense à ce moment-là que c'est diablement amusant, que c'est un super hobby le week-end, que c'est une vie épatante, pas de scolarité, la liberté de faire plus ou moins ce qu'on a envie, mais surtout la découverte qu'on n'est pas mauvais à tout. Parce que mon enfance, quand mes professeurs disaient à mes parents « Oh, il est si intelligent, mais qu'est-ce qu'il est paresseux ?» Ça, c'est le commentaire, c'est la guillotine. Ça veut dire vraiment, votre fils est un demeuré, on n'en fera rien. Et quand tout à coup on est élevé dans cette pensée, avec cette question permanente de la réussite de choses que vous n'aimez pas faire, c'est clair que tout à coup vous découvrez la liberté de la moto, d'un cadeau inespéré dans lequel vous avez promis de faire mieux et vous ne faites absolument pas mieux, vous n'avez pas l'intention d'en changer, mais surtout la découverte que vous n'êtes pas mauvais à tout. Et se trouver, au lieu d'être dernier, se trouver au milieu du peloton, c'est incroyable. Et ça, c'est le vrai déclenchement sur une vie entière. C'est le désir d'être le meilleur quand vous voyez que ça fonctionne. Mais cette époque-là, on ne parle pas de voiture encore. Non, oui. Tout ça, c'est une succession d'événements, c'est un écolage sportif. C'est-à-dire qu'il faut franchir des étapes. Cette époque des années 60, la pensée globale, c'est qu'il faut franchir chaque fois, comme à l'école, il faut réussir avec mention quelque chose. Oui, bien sûr. Et puis après, le destin intervient. C'est une validation d'étape. Voilà, c'est une validation d'étape avec une pensée non financière absolue. Il s'agit de faire du sport, de s'amuser, et c'est valable dans j'allais dire, dans les deux camps, que ce soit les pilotes ou les concepteurs ou les constructeurs ou les chefs d'écurie privés, parce qu'elles sont importantes au niveau privé. Chacun se fait plaisir en choisissant la jeunesse éventuellement, mais à l'époque, c'est surtout l'expérience qui vous amène en haut. Là, je dois reconnaître que j'ai brûlé les étapes un peu. C'est-à-dire que je suis arrivé vite à la Formule 1 parce qu'à un moment donné, quand même, il faut choisir, même si la moto est un monde absolument fascinant. Quand on a 18 ans et qu'on peut conduire une voiture et que quelqu'un vous offre pour ne pas la citer, une BMW 700 coupée pour faire des courses de côte, des gymkhana et des choses comme ça, c'est tentant en termes d'autonomie et de liberté. Et c'est pour ça que j'explique souvent que le destin est dirigé par des gens qui sont sur votre parcours et le contexte, c'est le chrono. Bien sûr. C'est le chrono qui fait quelque part la sélection. Et même si vous sortez de la route, entre guillemets, si les temps y sont, c'est une époque où on est aussi pardonné, entre guillemets. Aujourd'hui, ça me semble plus compliqué. Si vous répétez une série d'erreurs, donc dans ce domaine-là, j'ai eu l'avantage d'aller plus près de la limite plus souvent que d'autres. Et qu'on vous a fait confiance. Et malgré tout, on m'a gardé la confiance, mais aussi j'ai commencé à comprendre qu'il y a des limites qu'on ne dépasse pas. Ça m'a bien servi, j'ai gagné du temps là-dessus. Et justement, donc, là, on va arriver sur une personne qui vous a fait énormément confiance. On en parlait un peu de cette personne-là, entre guillemets, parce qu'on n'a toujours pas cité son nom, mais c'est Ken Tyrrell, que vous rencontrez avant, c'est une succession d'événements, parce que vous disputez donc des courses avec une Ford Cortina Lotus, que vous prête le directeur de Ford Belgique. Vous rencontrez Ken Tyrrell aux 4 heures de Budapest, c'est ça, en Hongrie. Quel impact il a eu sur votre carrière, Ken Tyrrell? C'est bien de le mentionner parce que c'est un gabarit humain hors norme et il est bien le symbole d'une époque.
quand on a, comme moi, se trouvé aux 6 heures de Budapest avec une voiture d'Alanman, qui est une écurie officielle dans laquelle je fais un intérim, parce que je roule en Belgique avec une Cortina Lotus et avec Ford, oui, il me remarque, entre guillemets, seul bémol, je dois rentrer à l'armée. Et je dois lui répondre, c'est super gentil, mais j'ai 15 mois à faire, oui, j'ai 15 mois à faire de service militaire, et donc je ne peux pas répondre à cette proposition. Mais je continue à l'armée à rouler quand même avec la Cortina Lotus dans des courses nationales. Et je deviens, c'est amusant ça, j'ai mon permis de conduire, parce qu'il n'y a pas de permis de conduire, c'est en Belgique avant. Donc, j'ai obtenu mon permis de conduire à l'armée en étant conducteur de chars, des AMX. Et c'est en conduisant des AMX, des chars d'assaut, que j'ai eu mon permis de conduire. On vous l'a délivré là-bas? On me l'a délivré là-bas, en conduisant donc des tanks, des petits transports de troupes et de choses comme ça. Parce qu'ils avaient remarqué que vous avez une aisance là-dessus, ou c'était obligatoire? En Belgique, le service militaire était obligatoire à l'époque. Donc, il y avait forcément une neutralisation. Il n'y a pas de plan de carrière. C'est d'abord se faire plaisir, courir, avoir des autorisations militaires pour avoir des congés, des choses comme ça. Tout ça sont des détails. Le miracle de Kentirel, c'est que à la fin de cette époque-là, c'est-à-dire 65 à mon avis, il me propose de refaire des essais avec lui en monoplace, alors que je n'avais jamais conduit de monoplace, seulement des Mustangs et des voitures de tourisme comme la Cortina. On va à Goodwood et il me fait essayer une F2 et de là, ça démarre. Mais c'est l'homme qui est attachant. Et je devrais dire l'homme et sa femme. Tous les deux, c'est un couple magnifique. Ils m'adoptent quelque part, parce que je dois avoir 21 ans, peut-être, oui, 21. Je vais chez eux en Angleterre, dans un petit cottage. Lui, il est timber merchant, il vend du bois, il fait des coupes de bois. Son atelier, c'est de la terre battue, c'est à la campagne. Je deviens un membre de la famille quelque part. C'est à la fois un coach, un conseiller, un éducateur, c'est compréhensif. Nous allons, quand on va faire des essais un petit peu partout dans cette année-là, après que j'ai signé cet accord avec lui, on chante à tue-tête des chansons des Beatles comme The Yellow Submarine et compagnie ensemble dans sa petite mini camionnette station wagon. Il n'y a pas encore tous ces grands camions, il n'y a pas tout ça. C'est du sport à l'état, c'est brut de fonderie. Il a indiscutablement, il le prouve après, il découvre plein de gens de talent. Bien sûr. Être séduisant, être à la fois paternaliste et généreux dans l'échange et se sentir apprécié, c'est la clé de beaucoup de choses dans le temps. Pour vous, ça a fait la différence? C'est super chouette de parler de Kentirel, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous étiez l'iceberg? Oui, mais c'est une succession d'individus. C'est beaucoup. Ken, number one. Il change la trajectoire. C'est-à-dire que la trajectoire, je passe de catégorie tourisme, à de la qui est une réussite, franchement, à une étape où on rentre en endurance, les protos, la F2, la Formule 3, enfin plein d'étapes dont on rêve. Oui, il m'introduit là-dedans. Mais c'est une succession d'étapes. Oui. Les gens de Ford Belgique qui m'ont engagé alors que j'avais 18 ans. À peine la BMW, ça commence par la BMW. Oui, bien sûr. 18 ans, 19 la Cortina, 20 les Mustangs. 21, Tyrrell qui dit on va faire de la Formule 3 et de la Formule 2. 22, la F1. Et puis, c'est un peu plus tard 23. la F2, mais
à l'époque, c'est l'endurance qui est numéro 1 avant la F1. Oui, bien sûr. Les courses de distance, les 1000 km, tout ça. Donc, oui, je roule avec John Ware en endurance, des Mirage qui sont des GT40, tout ça, 66 déjà, Le Mans. Le Mans, oui. Avec une GT40. Je passe dans un autre monde. Une autre dimension. Ouais. Une autre dimension. Et à un moment, je pense que tu as dit à un moment, j'ai toujours pas de vue Précise. Enfin, j'ai pas ce goal de dire non. je voudrais être champion du monde, je vais être champion du monde, j'ai fait tout ça. J'ai toujours une réserve là-dessus. Ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait, je dirais, j'ai fait du course par course. J'ai pas fait de calcul savant pour dire je vais faire ces machins-là. Je pense que toutes les courses étaient bonnes à gagner, ou à essayer de gagner en tous les cas. Parce que la pensée, c'est ça. C'est pas la vitesse, c'est pas passer à 380 km/h la courbe du fond d'une audière. Parce que quand on l'a fait une fois, on peut le faire à tous les coups, ça devient finalement assez simple. C'est le goût de la victoire, l'envie d'être le meilleur qui est le plus basique de tout. Et donc, Ken Tyrrell, c'est magique, mais après, je pourrais aussi citer 10 ans avec Porsche, oui, bien sûr. 5 ans avec Ferrari, avec Enzo Ferrari. Tu te rends compte à un moment donné qu'on dit, ah, tes choix, tu as fait des bons choix. Mais oui, j'ai eu la réussite de me trouver dans des situations où je pouvais choisir d'aller dans des bonnes écuries. Mais on en fait aussi des choix. Je veux dire, globalement, c'est vrai que la finalité, c'est un score, vraiment. Bien sûr. Mais on fait aussi des mauvais choix. Alors, on dit, quelle est la course que tu as préférée, quelle est la course qui compte? Ben, toutes celles qu'on a gagnées, elles vont bien, toutes celles qu'elles ont perdues, et les mauvais choix, il reste, c'est plus facile à dire ce que c'est par rapport à une victoire importante. Parce que c'est vrai que dans le palmarès global, j'ai une réussite de fou parce que je suis souvent au bon endroit. Voilà. Et souvent, et je dois ajouter, ce qui fait cette réussite, c'est les gens que tu ne vois pas. C'est-à-dire que, j'adore ce mot, l'iceberg. Le pilote, en fait, il est comme un iceberg, il est la partie émergée. Tu captes la lumière, les spots, le succès et aussi les commentaires désobligeants parce qu'ils font partie de ça dans la vie. En dessous de ça, la partie immergée, c'est-à-dire 90% de ce bloc de glace, ce sont des gens qui te donnent les outils pour réussir l'entreprise commune, à savoir essayer de gagner des courses. Mais c'est un travail d'équipe. C'est indiscutablement un travail d'équipe, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pour la majorité, dans un anonymat relatif, c'est d'abord une passion et une expertise de qualité dont le désir est de faire des choses à 100% pour offrir à ce goal possible pour lequel tu as été choisi, à savoir gagner des courses, de te donner le meilleur outil possible. Dans ce domaine-là, je dois reconnaître, oui, j'ai une réussite parce qu'on me donne des voitures desquelles je dis aujourd'hui, c'est facile de gagner quand tu as le désir de gagner, mais surtout quand on te donne l'outil qui te fait dire à la fin, c'est facile de gagner. Donc on en revient à cette question-là, la partie non visible du sport automobile est déterminante dans cette réussite, à savoir que des gens qui ont une passion infinie font des choses à 100%. Pour faire de la course, c'est un sport d'individualiste et d'égoïste. Ce sont des qualités
pour gagner, dont on ne peut pas dire que ce soit des qualités particulièrement admirables pour une vie en société. C'est un combat, donc tu es prêt à livrer tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais il faut résister à cette tentation quand tu commences quelque chose de penser que tu es la clé de tout. Non, la clé, elle se trouve bien en dessous de toi, faite par des gens. Et ça doit être... J'ai un respect infini pour ces gens-là. Et j'évoque ça parce que t'es rien tout seul. Bien sûr. Il faut résister à cette tentation de penser qu'on est la clé des choses. Non, on n'est qu'un élément parmi tous les autres, mais on n'est certainement pas le plus important, entre guillemets, dans une finalité ou le miroir de ceux qui ont travaillé avec vous, mais surtout pour vous, dans cette même passion commune de sport automobile, de réussite de Gaulle, qui font que ça devient une inspiration pour d'autres gens. Et quand je pense à ça, j'évoque bien sûr le monde extérieur au monde automobile pour lequel je suis aujourd'hui infiniment disponible aussi, l'environnement automobile. Les spectateurs, les gens qui ont ni l'opportunité, ni même l'envie, mais qui aiment le sport automobile ou qui aiment l'automobile tout court, qui viennent vous voir. Maintenant que mon histoire est passée depuis longtemps, j'ai une conscience et un respect aussi infini et une tendresse particulière pour tous ces gens qui gravitent, qui rendent les choses possibles. Et curieusement, le spectateur est généralement celui à qui on demande le moins son opinion sur ce qu'il aimerait voir. Mais ce groupe de gens merveilleux, je considère que on a des devoirs vis-à-vis d'eux. Peut-être pas quand on est en carrière comme on les a, mais quand on a le temps disponible. Ça, c'est ma pensée pas actuelle. Elle date déjà d'il y a quelques années. Plus j'avance dans le temps, plus j'ai... Qu'est-ce que j'aime ces gens, quoi. Vous étiez comme ça au début? Ces gens. Ouais. Non, parce que quand vous êtes jeune, vous êtes parti pour l'éternité. Vous n'avez pas la notion du temps qui passe, ni de sa préciosité. Vous pensez surtout à... Enfin, je devrais dire à moi, mais je sais qu'il y a deux personnalités. Il y a une en dehors et il y en a une autre. Quand tu es dans la voiture, tu n'es plus la même personne. Ça, je pense que clairement, c'est valable pour tous. Tu es un autre individu. Tu as les crocs et tu as faim. Il faut me transformer. Je pense franchement que c'est comme ça. Après, en dehors, c'est pas la même pression, c'est pas le même enjeu, c'est plein d'autres choses, quoi. Chacun ressent ça de manière, à mon avis, peut-être différente, mais globalement, je dois pas me tromper beaucoup. C'est un combat où des gens ou des équipes s'opposent avec... malheureusement, il n'y a qu'un vainqueur à la fois. Tous les autres, d'une manière ou d'une autre, oui, on est un petit peu frustré quand on est passé à côté du coche. Surtout si on a fait des erreurs. Mais c'est un tout, quoi, c'est global. Je reviens un petit peu donc, après Ken Tyrrell. Grâce à certains de vos exploits en F3 et en F2, notamment au Nürburgring en Allemagne, où là, justement, vous vous transformiez aussi et vous signez d'innombrables exploits là-bas. Et à Spa aussi également, chez vous, sur vos terres. Il y a un homme qui vous remarque vous parlez de rencontres. On parle souvent d'Enzo Ferrari, pour Ferrari, votre période chez Ferrari, mais il y a un homme qui vous remarque au Nürburgring, Franco Lini, qui était à l'époque directeur de la gestion sportive de Ferrari. Il me semble qu'il y a un dîner à un moment donné, après les essais ou après une course, où il souhaite vous recruter chez Ferrari pour l'année prochaine, alors que là, vous courez sous le giron de Ken Tyrrell. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Oui, il y a des circuits où vous êtes quelquefois meilleur. Enfin, chacun a son circuit. Il y a des circuits que vous aimez, d'autres moins.
Il y a des circuits que certaines voitures aiment et d'autres pas. On vient de le voir à Singapour avec la Red Bull. Au Nürburgring, que je connais sur le bout des doigts, avec une F2, je fais... Non, j'aime pas ça. Nous faisons le 3e temps en qualification sur le Nürburgring. 168 virages. 23 km. À l'époque, je devrais dire 17 sauts. Les voitures sautent 17 fois. C'est-à-dire, elles quittent le sol 17 fois sur les 23 km. À plus de 250. Donc, c'est un parcours d'obstacles avec des voitures qui ne sont pas faites pour sauter ni rien du tout, mais c'est comme ça, c'est la philosophie. Donc, je fais 3e sur la grille. Les F2 sont derrière. Jackie Oliver, qui va devenir mon coéquipier en 69 au Mans, est à 23 secondes sur un tour. Donc, je suis vraiment dans mon élément. Et ça, c'est franchir une haie. Le temps accompli, il estomaque beaucoup de gens. Et dans le Grand Prix, avant de me retirer avec une suspension cassée, je suis 4e dans le Grand Prix. Et vous partez en fond de grille et vous remontez... Voilà. Mais la vérité dans le destin, qu'est-ce que c'est? Oui, on me remarque. Pour la saison 68, Ferrari cherche Jackie Stewart. Jackie Stewart vient à Maranello et il fait une chose qui n'avait jamais été faite avant. Il vient avec son avocat pour discuter des termes de son futur contrat. L'histoire dit, et répétée par le secrétaire de Enzo Ferrari, l'histoire dit, à un moment donné, Enzo Ferrari dit à son secrétaire, « Qu'est-ce qu'il veut cet Anglais? Mon usine ?» Et Jackie Stewart répond, « Scottish, please. » Parce que tu as mentionné à un moment donné le professionnalisme de Jackie Stewart, dans son identité, dans sa démarche, dans l'évolution du sport automobile, de sa sécurité, de la sécurité passive sur les véhicules, les combinaisons, les circuits. Toutes les choses liées à la sécurité. Toutes les choses liées à l'automobile. C'est un marqueur avec Rindt et d'autres, Brabham, Graham Hill. Donc, la chose ne se fait pas. Et donc, on vient me chercher à Enna en Formule 2 en me disant, est-ce que tu veux, qui à l'âge de 22 ou 23 ans, dirait, je ne vais pas chez Ferrari. Même si je ne suis pas passionné de sport automobile, je sais qui est Ferrari. Et ça reste encore valable aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, l'évocation du nom de Ferrari, même comme écurie, Charles Leclerc, Carlos, tous ces gens-là, c'est quelque chose. Donc j'y vais, et j'y vais pour 5 années, avec des hauts, avec des bas, parce qu'à l'époque, dessiner une voiture, c'est empirique quelque part. Il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui comme ordinateur, c'est des vues de l'esprit. Un ingénieur comme Forghieri fait une très bonne voiture, et je dis maintenant j'ai fait la bonne voiture, je sais ce qu'il faut faire pour faire la suivante. Eh bien la suivante, elle ne marche pas. Non, elle marche pas, ouais. Donc il y a plein d'évolutions, de situations qui me font aussi dire que l'erreur à ne pas commettre, c'est de comparer hier et aujourd'hui. Il ne faut pas regarder en arrière. Ce sont des époques différentes, c'est le jour et la nuit. Le sport automobile n'est plus du tout ce que c'était. Est-ce que vous êtes né au bon moment ou pas? Je dis franchement oui, je suis né au bon moment. Elle cadre bien avec ma pensée. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire, de pouvoir faire, si j'étais né aujourd'hui, d'avoir le temps où la pensée est fixée uniquement sur un axe unique, gagner, 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 être champion du monde, tout ça, et du temps que ça prend, les heures sur les simulateurs, toute la semaine, 3 heures par semaine en simulateur, sur le circuit, les courses s'enchaînent,
Avant, il y en avait 12, maintenant, il y en a 24. Donc, on est en permanence à pression. Je pense que je suis né à la bonne époque. Donc, je n'ai pas de simulateur. Pensée. Mais j'ai une admiration folle pour ce que les garçons aujourd'hui font. Vous rouliez beaucoup plus à l'époque aussi. Oui, c'est la raison pour laquelle on ne devait pas forcément être des athlètes non plus. Aujourd'hui, vous devez être un vrai athlète, vous devez être super costaud, vous devez faire des exercices mentaux de concentration, de nourriture, vous devez être au poids On est minimal. beaucoup plus focalisé sur quelques petites choses comparé à l'époque. Autrement dit, on était bien plus des mercenaires que des professionnels. Mais l'entraînement, il se faisait dans l'éclectisme de toutes les disciplines en même temps. Parce que comment concevoir que vous pouvez être chez Ferrari en F1 et de continuer à rouler en proto pour Ford? C'est une idée qui ne peut absolument pas arriver aujourd'hui, à l'exception peut-être de, par exemple, Alonso, qui a une saison si désastreuse dans l'équipe dans laquelle il se trouve, c'est qu'on préfère encore le laisser aller chez Toyota pour qu'au moins il ait une bouffée d'oxygène et que le goût de la... Que son goût soit relancé aussi. Oui, on pourrait... Enfin, ça, évidemment, ce n'est pas le débat peut-être de cette conversation, mais ce qui est formidable, c'est la motivation. Si je pense à Alonso, champion du monde en 2005-2006. Il est encore là à vouloir... Alors, il a effacé en quelques mois, je dirais presque 15 ans de frustration. Effacé. Tout à coup, il se trouve avec une voiture qui marche le feu de Dieu, elle lui donne des ailes. Il y croit à nouveau. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça vous est arrivé aussi, cette période où vous étiez un peu en déclin déclin en Formule 1. Ce qui est arrivé, c'est que c'est sans doute le réalisme de savoir ce qu'on peut donner et ce qu'on ne peut pas donner. C'est la montée en puissance, la difficulté de se maintenir à haut niveau. La descente, c'est une longue glissade. Et ça va beaucoup plus vite, curieusement, que la montée. Le déclin monte plus vite. C'est l'acceptation, par exemple, ma dernière course de F1, c'est 79. Oui, avec l'IG. La dernière occasion pour moi d'espérer le retour, parce que c'est comme ça que ça se trouver dans la bonne auto au bon moment et ainsi de suite. C'est ça. Mais c'est surtout l'acceptation qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir donner ni chercher les 3/10 d'écart qui feront la différence. En l'occurrence, parce qu'il faut quand même bien le citer, c'est ton père qui se trouve en 79 chez Ligier. Il est la star de l'équipe, il fait des performances, il roule comme un dieu avec un tempérament de vainqueur. J'ai pris conscience que j'avais eu mon temps dans cette séquence automobile et que je n'irais plus chercher les 2-3/10 qui, sur une course de Grand Prix, font la différence. Je considère ça aujourd'hui comme une chance. Aujourd'hui, quand on me parle de c'est un intérim, c'est-à-dire une lueur d'espoir de pouvoir redresser la barre entre être et avoir été quelque part. Tu fais cet intérim. Tu attends le téléphone qui va te dire, ou Guy Ligier te dit, allez, c'est OK. Parce qu'il ne voulait pas de deuxième voiture à l'époque. Il n'en voulait pas. C'est la CETA qui... Le CETA lui a forcé la main. Un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Aujoulet, diablement charmant. Et donc j'y suis. Le téléphone sonne. Je me dis, c'est formidable. Je fais des cumulets, je me fais une entorse à la cheville. En sautant, oui. En sautant après, j'étais tellement content de pouvoir la conduire, je me fais une entorse à la cheville. C'était du plus, là, à ce moment-là, c'était du bonus. Mais oui, c'était un bonus, c'était magnifique, c'était l'espoir de pouvoir redresser. Mais je suis opposé à Jacques Lafitte, qui va plus vite que moi, point. Même si c'est une voiture un peu forcée,
même si c'est peut-être pas le même effort global, intellectuel de l'équipe, je suis une pièce rapportée. Mais j'ai l'occasion de conduire une voiture à effet de sol que je ne connais pas, je ne suis pas vraiment prêt. Ce ne sont pas des excuses. Non, non, non. Mais je sais, au bout de la saison, pourquoi c'est une bénédiction? C'est que je peux partir sans regret. Je sais que je ne donnerai pas, je n'ai plus l'envie d'aller chercher les 3 dixièmes qui me séparent de ton papa. J'ai eu mon temps. Bien sûr. Et ça m'a convenu merveilleusement. Ça m'a permis de partir sans me grattant la tête en disant ce que j'avais reçu était déjà magnifique globalement pendant ces 10 ou 12 saisons de F1. Et je me suis dit, après, il y a une fatigue parce que parallèlement à ça, je fais aussi la Can-Am. Et là, vous... Aller-retour, aller-retour. Ouais, c'est usant. Certes, le niveau n'est pas tout à fait le même, mais il y a quand même Keke Rosberg dedans. Hein. La Can-Am, je précise pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est une épreuve c'est un championnat qui se déroule aux États-Unis. Absolument. Voilà. C'est des voitures superbes, magnifiques, avec des blocs, des V8 ou Chevrolet ou Ford ou ce qu'on veut, dans une monoplace carrossée, mais sublime, avec des ailerons énormes, avec un beau bruit de V8. Il y a quand même Keke Rosberg dedans, il y a des gens de talent, mais je la gagne quand même. Ce qui fait ma force, quelque part, c'est mon réalisme. C'est-à-dire que bien que je t'encourage à rêver et à oser, justement, il faut, à un moment donné, être aussi réaliste. Oui. Le réalisme, c'est de pouvoir franchir des étapes dans tes capacités en sport automobile et de choisir des directions, quand même, où tu sais que tu peux te remotiver, te ressourcer, où la pression est un petit peu moins grande et tout ça. Le moteur, c'est le rêve. Rêver, ça commence par rêver. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais elle n'est pas tout à fait exacte. Il y a une phrase qui dit en substance, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ça, c'est pour des rêves où tu te dis, ça vaut la peine. Mais l'essentiel, peu importe que ce soit des grands ou des petits rêves, ce qui compte, c'est de rêver et d'oser les faire. C'est ça le moteur qui fait le charme d'une existence, c'est d'avoir des envies de dire « je tente ma chance ». Parce qu'il n'y a pas que les grands, il y a des grands rêves, bien sûr. Il y a des gens qui font des rêves incroyables et qui arrivent, mais jamais tout seuls. Jamais tout seuls. Ils sont toujours accompagnés par un groupe de gens qui sont eux-mêmes des inspirations. Mais rêver, c'est la clé de tout. Et oser, c'est la clé de tout. Franchement. Enfin, franchir ces fameux obstacles. Il y a aussi d'autres clés, mais je trouve que c'est le basique, c'est ça le charme. On va faire des photos peut-être. Ouais. Allez. Tu es d'accord je suis complètement... capituler? Je capitule là-dessus. Non, je suis... Enfin, d'ailleurs, c'est même pas capituler, d'ailleurs. Non, mais je de vais capituler... juste, par contre, le dire aujourd'hui devant la caméra. Quand je dis capituler, ça veut dire t'arrêter là avec ce que tu as et de garder d'autres options dans le temps. Quand tu as un trou qui cadre, tu sais qu'on trouvera toujours le temps d'en faire une. Voilà. Ok. Bon, Jacky a tout dit, je crois. Non, j'ai pas tout dit, mais voilà, je pense que c'est bien comme ça. Non, mais qu'on fera d'autres épisodes avec Jacky, un ou deux autres. Selon. Voilà, on verra. Mais ne mets pas un timing. Tu sais que tu as une option disponible quand tu as une pensée sur un sujet qui t'intéresse. On trouvera toujours l'occasion de la faire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Donc, on a parlé de plein de choses. Je ne m'en vais pas, je pense à toi, parce que je vois qu'il s'ennuie, il commence à s'ennuyer. Je pense qu'il boit vos paroles. Ouais. Mais donc voilà, Jacky s'en va, moi aussi, on va aller faire des jolies photos et on se retrouvera pour d'autres épisodes avec Jacky. C'est ce que je te propose. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté tout ça, j'espère que ça vous aura plu et qu'on fera autre chose la prochaine fois.